En manchette ce soir, toujours autant d'inquiétudes pour le programme d'aide financière de la zone tampon. Les indemnités expliquaient la soixantaine de locataires et propriétaires de Rouyn-Noranda. Tout ça devient quand même très complexe pour les citoyens qui doivent faire des démarches auprès de diverses instances. Le décret d'urgence sur le caribou forestier pourrait faire perdre de grosses sommes à la région. Énième cri du cœur dans le dossier de Chalk River. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin à Rouyn-Noranda dans le dossier de la zone tampon. Samedi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a rencontré les propriétaires et les locataires pour leur présenter le programme d'aide financière auquel ils auront droit. Résumé d'Alexis Dumont. Vous m'appelez, on va trouver des solutions pour que vous soyez capable de me prouver que vous êtes Samedi, là, Québec a présenté à la soixantaine de locataires et de propriétaires de la zone tampon à Rouyn-Noranda le programme d'aide financière auquel ils auront le droit en raison de ces départs forcés. Pour les locataires, il y a 3 volets. Il y a une compensation de départ qui est calculée sur le nombre d'années où la personne a habité de façon continue dans le même logement. Il y a aussi une aide à la relocalisation. Pour les propriétaires, il y a 4 volets. Alors, il y a un volet pour la relocalisation. Donc, on vient aider les propriétaires qui veulent acquérir une nouvelle résidence ou se reconstruire. Et là, on a des plafonds qu'ils doivent respecter. Un programme qui ne fait pas l'unanimité. Ce programme-là est insatisfaisant pour les propriétaires, ne permet pas à chacun des propriétaires de pouvoir se reloger à coût nul. La principale raison, c'est qu'il ne prend pas en compte la réalité de pénurie de logements, pénurie d'habitation qu'on a à Rouyn-Noranda. Plusieurs autres mesures devront être mises en place selon Mme Duclos. On a fait parvenir au ministère, au MAMACH, en août dernier, là, une lettre là, qui relevait l'ensemble des éléments qu'on jugeait insatisfaisants. On a été invité, en fait, par la ville de Rouyn-Noranda qui, elle, travaille à mettre en place un programme d'aide complémentaire à celui du MAMACH. Donc, le programme du MAMACH est insuffisant. La Ville veut voir comment elle, de son côté, pourrait soutenir les propriétaires là, qui voudraient se reconstruire. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'exclut pas la possibilité de modifier les programmes d'aide aux besoins. Il y a toujours des ajustements qui peuvent être possibles. On analyse les cas, on analyse qu'est-ce qu'on doit modifier dans les programmes. Donc, il se peut que autant le programme des locataires que les programmes des propriétaires soient modifiés en cours de route. Les citoyens peuvent adhérer à l'aide dès maintenant et ils auront jusqu'au 31 mars 2029 pour y bénéficier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours dans ce même dossier, Glencore a mis à jour son protocole d'acquisition des immeubles visés par la zone tampon à Rouyn-Noranda. Il retire notamment les 30 jours de délai pour la demande d'évaluation de la valeur marchande d'une propriété. Un propriétaire peut demander que la valeur marchande de son immeuble soit évaluée par un évaluateur agréé si l'analyse du courtier immobilier mandaté par la fonderie Horn ne lui convient pas. Et le prix final est celui de l'évaluation agréée, qu'il soit plus élevé ou plus bas que celui estimé par le courtier immobilier de Glencore. Et dans un tout autre dossier, l'économie du Québec pourrait perdre des millions de dollars en raison du futur décret d'urgence du gouvernement fédéral pour protéger le caribou forestier. Les explications de Félix Blaquère. Les chiffres recensés par Radio-Canada selon le gouvernement du Canada sont sans équivoque. Le décret fédéral du caribou ferait mal à l'économie québécoise. On parle de perte de près de 900 millions de dollars à l'économie du Québec sur 10 ans. C'est important de comprendre que ce que le fédéral a chiffré, ce sont des chiffres qui sont très conservateurs. Et malgré tout, si on se fie à ces chiffres, 900 millions, c'est un impact catastrophique pour les régions et pour le Québec. Québec a déjà mis 100 millions de dollars pour la protection de l'animal depuis 2019, mais Ottawa estime que ce n'est pas suffisant. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts ne comprend pas pourquoi Ottawa s'en mêle. On a tenté d'expliquer, on a transmis des correspondances, mon collègue l'Environnement et moi-même, pour expliquer les mesures de protection. Le Québec fait bonne figure par rapport à d'autres provinces canadiennes. On s'explique très mal l'intervention du fédéral à ce stade-ci. Et c'est pourquoi on fait autant pression et autant de levées de boucliers également pour que le fédéral recule sur son décret. L'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue voit les deux côtés de la médaille et d'après elle, il faut passer à l'action de manière concrète pour protéger le caribou.
C'est des programmes de réintroduction, de mise en enclos avec gestation, préservation des femelles gestantes, puis après ça, réintroduction. Il faut que ces mesures-là soient mises en place si on veut maintenir ces populations-là. On ne peut pas juste faire des enclos puis dire on les a préservés dans un enclos. Là. Ça, c'est un non-sens. Et toujours selon la FAT, les différents paliers de gouvernement auraient un rôle à jouer pour assister les villes forestières, comme notamment à Témiscamingue, Sainte-Terre et Béarn, selon les informations de Radio-Canada. Ce que le gouvernement peut faire, par contre, il peut accompagner les communautés dans la transformation de l'industrie forestière, puis voir comment on peut développer, faire plus avec moins. Si on a moins d'approvisionnement, comment on peut faire des meilleurs produits à meilleure valeur. Alors, à ce moment-là, il y a comme toute une transformation qui peut être faite sur une longue période. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On se tourne maintenant dans le dossier du dépotoir de déchets nucléaires de Chalk River, qui sera situé à quelques kilomètres de la rivière des Outaouais. Alexandre, on peut dire que la Première Nation de Québécois ne baisse pas les bras. Oh, effectivement. Et le chef Lance Amen s'est exprimé ce matin à Ottawa en conférence de presse pour dénoncer le projet. D'ailleurs, il était très bien accompagné, le chef, en compagnie de le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Ghislain Picard, ainsi que vous le voyez à l'écran, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Pour Ghislain Picard, la conférence de presse se voulait un cri du cœur aux soi-disant alliés, dans le sens qu'il demande au gouvernement canadien de respecter son engagement et son support aux communautés autochtones. Il remet ainsi carrément en question la relation entre le premier ministre du Canada et les communautés autochtones. Le chef du Bloc québécois, M. Blanchet, a d'ailleurs qualifié le dossier de Chalk River de vieux, interminable et surtout inacceptable. Il a écorché au passage le gouvernement Legault en soulignant son invisibilité dans le dossier. On peut l'écouter. De mettre un dépotoir de 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires de différentes origines, essentiellement la recherche, dans un endroit où il était à risque d'affecter les sources d'eau potable de 5 millions de personnes. C'est par extension la mainmise d'une partie de l'économie ontarienne sur les enjeux du nucléaire qui prennent essentiellement leurs résidus dangereux et qui les placent dans un endroit dont l'essentiel des personnes à risque seront au Québec. Donc voilà qu'il y a un énième cri du cœur du Témiscamingue. D'ailleurs, Sébastien Lemire et le chef de la Première Nation de Québécois sont vraiment tous deux en première ligne de ce dossier, et ce depuis le début. M. Amen appelle tous ceux qui dépendent de la rivière des Outaouais à se lever pour le protéger, son futur, selon lui, un futur qui est mis à risque. Il dénonce une entrave à la souveraineté du territoire de Québécois, qui est une tentative de dialogue tout simplement superficiel de la part de la Commission canadienne de la sécurité nucléaire. On peut l'écouter en anglais. True reconciliation requires meaningful dialogue and respect, not just words on paper that after the damage has already been done. We are here today to send a clear and unequivocal message. We will not stand by while our rights are trampled, our lands desecrated, and our future put at risk. Donc, la balle est une fois plus dans le camp du gouvernement fédéral et provincial. Reste à voir si cette fois-ci, ce sera la bonne et si les choses bougeront. Ouais, merci Alexandre. Bonne soirée. Je vous en prie. En santé maintenant, il manque entre 50 et 75 médecins de famille et omnipraticiens en Abitibi-Témiscamingue, selon l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec. Les zones les plus touchées sont La Sarre, Ville-Marie et Rouyn-Noranda. Et en réponse à la pénurie, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec souhaite des programmes de formation de médecine dans les universités des régions éloignées. Mais le docteur Verville estime que les universités peuvent déjà en faire plus, notamment avec les places de stage disponibles dans la région. On estime au moins entre 50 et 75 médecins qui manquent en Abitibi-Témiscamingue pour être capable d'éliminer la nécessité d'avoir recours aux mécanismes de dépannage, donc les médecins comme l'équivalent de l'équipe volante pour les infirmières ou pour les médecins. Et les places de stage ne sont pas toujours comblées par les universités avec qui on est affilié. Donc, je pense qu'il y a déjà un effort à faire au niveau aussi des universités actuelles pour s'assurer d'utiliser à pleine capacité les places qui sont disponibles en région pour former davantage de médecins en région parce qu'on sait que ces médecins-là ont plus tendance à rester par la suite. Et toujours dans le même domaine, les établissements de santé de la région n'atteignent pas un taux de lavage des mains suffisant.
Selon des données obtenues par la presse, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a une fréquence de lavage de ses employés de 50 % alors qu'il faudrait qu'il se situe à 60 % pour avoir un impact sur la transmission de virus et de bactéries. Selon la réponse fournie au quotidien, le CISAT s'explique mal comment il a obtenu ce taux, mais que des études tendent à privilégier que la surcharge de travail, ou encore le manque de temps peuvent y contribuer. L'organisation ajoute aussi que ce n'est pas que les travailleurs de la santé ne se lavent pas les mains, mais c'est qu'ils ne le font pas au bon moment. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous conservé les bonnes pratiques d'hygiène depuis la fin de la pandémie? » Vous avez répondu sur notre site « Oui » à 71 %. Et d'ailleurs, voici ce que vous nous avez répondu aujourd'hui sur le terrain. Je dirais que oui, c'est une habitude qu'on a prise depuis 2020. Oui, absolument. C'est une habitude qui est ancrée maintenant, qui va rester, je crois. Oui, les magasins, les affaires-là, oui. Les habitudes de lavage de mains ont changé lors de la grippe H1N1 en 2009. Oui. Les jeunes enfants aussi, là, ils ont pris... C'est juste une habitude. Je pense qu'on va revenir, on va être obligé de revenir au masque encore, là. Parce que je pense que la maladie virale, là, commence à prendre de l'ampleur. Quand la COVID, oui, là. Mais aujourd'hui, à tous les jours, je me lave les mains, moi. Je travaille en mécanique, puis il faut que je me lave les mains à tous les jours. Sur un autre sujet, Québec entame la construction de 19 nouveaux sites cellulaires en Abitibi-Ouest. C'est en lien avec la deuxième phase des travaux d'amélioration prévus dans le cadre du budget 2024-2025. La députée de la circonscription, Suzanne Blais, est d'avis que le projet va permettre d'augmenter la sécurité et la vitalité du territoire. Et à l'échelle de la province, ce sont 100 nouveaux emplacements qui verront une connexion cellulaire et représentent un investissement de 170 millions de dollars. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Au retour de la pause dans la chronique culturelle, je vous parle de la programmation des Journées de la culture. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Centre Défi, reconnu pour ses services en soutien aux enfants, parents et intervenants, a souligné son 10e anniversaire le 6 septembre, offrant des services variés comme l'ergothérapie, l'orthopédagogie et la psychoéducation. Le centre a pour mission d'accompagner les jeunes et leurs proches. L'équipe a dévoilé son thème des 10 défis à réaliser cette année, marquant son engagement communautaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Eh bien, c'est aujourd'hui, pour une 6e année, qu'est soulignée la Journée du disque québécois. Le but est d'encourager les artistes locaux en achetant de la musique québécoise en format digital ou physique. Anthony Dallaire s'est demandé comment l'initiative est vue dans la région. Aux quatre coins de la province, les amoureux de musique sont invités aujourd'hui à découvrir ou redécouvrir des artistes d'ici par le biais d'achats d'albums CD ou d'albums digital. Une journée plus qu'importante pour les artistes, notamment de régions éloignées comme ici. C'est pas un si beau mot, acheter, mais c'est juste que c'est un peu une façon d'avoir un peu dessus pour continuer à en faire. T'sais. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, les ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums se sont élevées à 2,3 millions d'unités en 2020, une baisse de 36 % par rapport à 2019, la plus importante baisse dans les 10 dernières années. C'est comme n'importe quoi, un boulanger qui fait du pain, s'il met son pain gratis sur le coin de la rue, puis que tout le monde... Personne n'a à payer pour... Il n'y a plus personne qui va en acheter dans un an parce qu'ils vont dire que le boulanger, son pain est gratis. T'sais. De son côté, le propriétaire du Joubec de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda voit l'avenir d'un bon œil en raison de la popularité grandissante de la vente de vinyle. Ça a comme transformé le marché, on pourrait dire. C'est comme écouter un film, tu t'assois, tu écoutes le film, maintenant tu mets un album en vinyle, tu t'assois, tu l'écoutes, l'écoute est beaucoup plus active. Pour Jérémy Vallière, employé chez Musique Mio à Rouyn-Noranda, la musique n'a jamais été aussi présente et accessible. Selon lui, c'est dans la manière de la diffuser et de la consommer que le bas blesse. Tu allumes ta radio, puis il y a les mêmes tunes des colocs, les mêmes tunes des Cowboys fringants, les mêmes tunes qui jouent en boucle. C'est cool, c'est très bon, mais il y a aussi une panoplie de nouveaux artistes québécois qui sortent des affaires très intéressantes.
puis qui passent complètement sous le radar. Tous sont d'accord pour dire qu'il y aura toujours de nouveaux artistes. Néanmoins, plus d'initiatives comme la Journée du disque québécois devront être mises sur pied pour assurer une pérennité dans le temps à la relève musicale de la scène émergente. Bien, parce qu'on est envahi par la musique anglophone, américaine, etc. Donc, pourquoi pas, oui, une journée, au moins une journée. Même son de cloche pour Alex Pic, qui a sorti son premier album le 1er septembre dernier. Acheter des albums, continuer de croire en ça parce que c'est tellement important. C'est la seule façon, pas la seule façon, mais une façon considérable, je dirais, de nous aider. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Journée de la culture à Rouyn-Noranda et Roxane Cahouette y était. Lundi matin a eu lieu le dévoilement de la programmation des Journées de la culture à Rouyn-Noranda au bar Librairie L'Ivresse. Le slogan de cette année est la culture en 3D pour découvrir, vous divertir et déclencher votre passion de la culture. Une phrase qui prend tout son sens pour le porte-parole et auteur-compositeur-interprète Guillaume Laroche. En premier lieu, le fait de parler de culture en 3D, ce qu'on voulait, c'est de faire comprendre aux gens, autant aux spectateurs pendant un spectacle, que la culture, ça se passe pas à sens unique. On n'est pas seulement en train de regarder la culture, on en fait partie. Donc, c'est pas une culture en 2D, c'est une culture qui est tout autour de nous et à laquelle on participe, soit en tant que personne qui fait de l'art ou personne qui consomme de l'art. Donc, la culture en 3D, c'est de partager ça entre public et entre artistes. Pour lui, être le porte-parole pour un tel événement culturel est un honneur. Porte-parole des Journées de la culture, c'est de promouvoir la culture simplement, de pouvoir la partager. Puis c'est quelque chose que je trouve super important de faire en sorte que notre ville soit culturelle. Elle l'est déjà. Puis si on veut continuer à avoir une ville qui déborde de culture, ben il faut agir, il faut être présent dans la culture. Donc quand on m'a proposé d'être porte-parole, c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite parce que je pense que c'est une manière encore plus évidente de mettre mon empreinte dans tout ça. Les familles n'auront pas à débourser d'argent pour les activités et plusieurs d'entre elles sont interactives. Guillaume Laroche explique à quoi les gens doivent s'attendre pour la programmation de 2024. Bien, on s'attend premièrement à beaucoup de diversité. Ça, c'est une affaire qui est super le fun. Il y a beaucoup de différents types d'activités que les gens vont pouvoir découvrir. Donc, je pense qu'on s'attend en fait à découvrir. On s'attend à plonger un petit peu dans l'inconnu parfois, d'autres fois dans des endroits de la culture qu'on connaît bien aussi. Donc, je pense que ça va être important, en fait, de s'ouvrir. C'est d'ouvrir ses horizons puis d'être présent pour la culture et d'accueillir tout ça. Bien, moi, je dirais que c'est le bon moment pour le vivre parce que c'est bien encadré dans le sens où il y a la ville qui est derrière ça, il y a des activités toute la fin de semaine et les gens sont conscients qu'on va là pour découvrir, pour essayer des choses et donc il y a une prise en charge qui est super intéressante puis qui permet aux gens de se sentir à l'aise, même si c'est la première fois qu'ils vivent, qu'ils découvrent quelque chose. En tout, c'est 27 activités qui vont avoir lieu du 27 au 29 septembre aux 4 coins de la ville de Rouyn-Noranda. Pour ne rien manquer, visitez les Journées de la culture sur Facebook. Roxane Cahouette, Rouyn-Noranda, RNC Média. L'équipe de baseball U13 de l'Abitibi-Témiscamingue a monté sur le podium lors d'un championnat qui s'est déroulé en fin de semaine. On vous donne tous les détails tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHJMQ, les Foreurs de Val-d'Or ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-3 dimanche après-midi lors d'un match préparatoire disputé au complexe sportif des Jardins d'Amos. Plus de 1000 personnes ont assisté à la rencontre. Et dans la défaite, la recrue des Huskies, Lars Steiner, a récolté un but et une passe. Les deux équipes vont recroiser le fer lors de leur dernier match préparatoire vendredi soir du côté de l'aréna Jacques-Lapérière de Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, la Meute avait également échappé leur premier match du week-end à domicile 4-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos ont amorcé leur saison régulière 2024-2025 avec 2 défaites cette fin de semaine au complexe sportif des Jardins d'Amos. D'abord, les hommes de Jean-Daniel Charron
ont perdu 5-2 vendredi soir contre les Estacades de Trois-Rivières. Malgré avoir largement dominé au chapitre des tirs au but, ils ont aussi subi le même sort samedi contre la même équipe, mais avec cette fois une défaite de 4-3 en tir de barrage. Et dans une autre discipline, la 3e édition du Raid Témiscamingue s'est conclue hier. Chez les hommes, l'équipe de la Finlande ressort gagnante de l'événement sportif, alors que chez les femmes, c'est l'équipe canadienne Team Uterati. Et pour ce qui est des équipes mixtes, c'est l'équipe Raid Bras du Nord qui s'est hissée en tête. Et le retour pour une 2e année du volet jeunesse à l'événement a aussi retenu l'attention avec la participation d'une centaine d'adolescents. Froid, humidité, vent et rafales de pluie à chaque jour. Et malgré tout, l'engouement était là, les participants ont donné leur 100%, l'organisation, les bénévoles, il y avait même les gens dans l'assistance, des spectateurs qui ont suivi les équipes de point en point. Donc vraiment, on peut dire qu'avec tout ça, il y a quand même eu un énorme succès. Et au baseball maintenant, l'équipe U13 de l'Abitibi-Témiscamingue a remporté la 3e place samedi à Verdun, alors que s'y tenaient les championnats 13 UB. L'équipe est composée de baseballeurs regroupés de l'Abitibi-Ouest, d'Amos, de Val-d'Or et de Malartic. La formation de l'entraîneur Philippe Gagnon s'est débattue dans une enlevante série où la région est revenue de l'arrière de 5 points dès le premier match contre Laval. Elle s'est ensuite inclinée 10-0 face à Lanaudière, ceux qui ont remporté l'or. Et notre région a ensuite battu Huntsic-Cartierville 8-4 pour ensuite vaincre les Blue Sox de Laval. Et pour terminer ce segment sport, Préma Québec tenait hier un rassemblement et une marche de 2 km à Rouyn-Noranda. La marche avait pour but de sensibiliser la population aux enjeux entourant les enfants prématurés et d'amasser des dons. L'équipe de l'unité néonatale de la région est la première à travers le Québec à avoir organisé de façon autonome la marche. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Roxane, le soleil est enfin de retour après une fin de semaine pluvieuse qu'on a eue. Oui, le soleil est de retour, mais les températures commencent à chuter dès ce soir et cette nuit avec les nuages qui vont y être, le nappe de brouillard qui va commencer cette nuit avec un 0 degré, avec du gel. Et pour demain, ce sera en Abitibi à un maximum de 21, ça sera ensoleillé. Et au Témiscamingue, ce sera un petit peu plus chaud avec 22 degrés encore du soleil. Et si on regarde pour mercredi, bien, ce sera encore ensoleillé avec un maximum de 25 pour l'Abitibi et 24 pour le Témiscamingue. On attend vraiment une belle semaine. Oui, merci Roxane. On va en profiter. En terminant, 3 collectes de sang sont prévues en Abitibi cette semaine. La première s'est déroulée à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or aujourd'hui et d'autres collectes vont aussi avoir lieu à Amos et à Rouyn-Noranda entre demain et jeudi. Pour planifier votre don, vous pouvez consulter le site web de Emma Québec. Là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne soirée et nous, on se retrouve demain pour le TVA Midi.